je donne en gros la structure de l'épisode. On va faire d'abord les influences de Lynch sur Silent Hill. Ensuite, on parle de l'héritage direct de Twin Peaks et de Silent Hill, c'est-à-dire les produits dérivés de Twin Peaks et de Silent Hill. Et ensuite, pour l'héritage indirect, c'est tout ce qu'on veut. Il y a X-Files, il y a Lost, il y a Alan Wake, il y a Wayward Pines. Il y a Wayward Pines. Et ensuite, c'est l'héritage indirect de Silent Hill. Donc, c'est là que tu peux parler de Silent Hills. Après, il y a The Evil Within. Donc là, c'est quand même plutôt toi. On t'entend pas. Ok. Oh putain. Wow. Il est là. Donc, t'as rajouté Stranger Things. Ok. Ouais. Moi, c'est Clovis qui est censé en parler. De Stranger Things. Attends. Quoi ? T'es censé parler de Stranger Things. Ah bon ? Pourquoi je parlerais de Stranger Things ? C'est toi qui savais pas quoi dire, donc je t'ai suggéré que tu pourrais en parler. Tu m'as dit mais oui, tiens, c'est une bonne idée. J'ai vu. Archive 80, on peut en parler tous les deux. Et puis voilà, on est à la conclusion et puis tout va bien quoi. Vous êtes fatigué, stressé. Le monde moderne vous épuise. Alors il est temps de découvrir la clinique Bellevue. Niché au cœur d'une nature préservée, notre établissement vous accueille pour une parenthèse de sérénité absolue. Nos infrastructures de prestige vous attendent. Un sauna aux pierres volcaniques importées dont on ne sait plus très bien où. Notre spa extérieur. Ouvert 24 heures sur 24, même la nuit. Surtout la nuit. Ou encore notre super jacuzzi. Et bien sûr les salles de repos, salles d'attente et salles d'écoute. Mais ne nous croyez pas sur parole. Écoutez plutôt ceux qui ont vécu l'expérience Bellevue. Avant Bellevue, je n'arrivais plus à dormir. Les pensées tout le temps. Maintenant, je ne pense plus. C'est reposant. Je reste souvent dans le couloir. C'est calme, très calme, le couloir. Merveilleux. Et ce n'est pas tout. J'y suis allé pour un week-end. Enfin, je crois que c'était un week-end. Ma femme a dit que j'étais parti 3 semaines. Le temps passe différemment là-bas. Mais je me sens présent, très présent. Même quand je dors. Surtout quand je dors. Clinique Bellevue. Vous ne serez plus jamais le même. Appelez le 08 97 97 97 97. Nos conseillers vous attendent. Ils attendent tous. Bellevue est une expérience. Bellevue est éternelle. Jadis, terrain de jeu de quelques passionnés, la pop culture est devenue l'un des grands champs de bataille des géants du divertissement, qui multiplient adaptations, suites et spin-offs pour capter l'attention des fans. Au milieu de ce marché saturé, certaines œuvres parviennent pourtant à rester fidèles à leur essence, ou à se réinventer, et trouvent un équilibre entre succès populaire et reconnaissance critique. C'est à ces perles rares que s'intéresse Over the Pop. Je suis avec Lionel et Pierre-Jean. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà. Et après avoir défriché le lore de Twin Peaks et de Silent Hill, deux fleurons majeurs d'un sous-genre qu'on a choisi d'appeler, faute de mieux, le Town Opera, on va s'intéresser aujourd'hui, comme de coutume j'ai envie de dire, à leur héritage. Et il se trouve que parmi les œuvres qu'on peut considérer comme des héritières non seulement de Twin Peaks, mais plus largement du cinéma de Lynch, il y a les premiers Silent Hill. Lionel, est-ce que tu peux nous parler des influences de Lynch sur Silent Hill directement ? Absolument. Alors elles sont importantes, même si c'est pas Lynch qui est l'unique source d'inspiration de la Silent Hill quand ils ont créé les premiers jeux. On imagine bien.
Pour ce qui est de Twin Peaks en elle-même, puisqu'on est censé faire un épisode qui parlait de Twin Peaks et de Silent Hill, c'est pas les références qui sont les plus importantes ou les plus visibles, même si donc on peut relever le fait que le personnage de la fille adoptive de Harry Mason s'appelle Cheryl en lien avec le nom de l'actrice Cheryl Lee qui interprète Laura Palmer dans la série. Et le fait que la saga de Konami s'inspire également de l'œuvre de Lynch et Frost pour son ambiance champêtre, ses personnages bigarrés et son univers trouble. D'ailleurs, à titre personnel, quand j'ai joué à Silent Hill 2 et quand on a la scène de début sur le parking où on voit James qui a l'air un petit peu de contempler la nature, j'avais vraiment l'impression pour ma part d'être à Twin Peaks. Ensuite, pour ce qui est des références aux œuvres de David Lynch hors Twin Peaks, on a Eraserhead qui est le premier film de Lynch, l'esthétique industrielle, donc fourneaux, conduits, fumée, etc., qui a influencé les décors, l'expression de l'état mental des personnages. Alors il semblerait que dans la démo Pity de Silent Hills, il y ait une réutilisation du bébé monstrueux du film. Pej nous en parlera en temps et en heure. Ensuite, il y a Lost Highway qui a aussi fortement influencé Silent Hill 2 dans sa volonté d'opposer un même personnage dans deux rôles antagonistes, comme les personnages de Mary et de Maria. Donc Mary, c'est la femme de John Sutherland, comme tu l'as expliqué dans l'émission la semaine dernière, alors que Maria, c'est un personnage que James va rencontrer, qui est aussi une amérante en fait dans Silent Hill. Mais il se trouve que les deux personnages physiquement sont très très proches. En fait, Mary c'est un peu la version forcément malade de la femme de James, alors que Maria c'est une version beaucoup plus attirante, sexualisée, etc. de Mary. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Ensuite, il y a Blue Velvet, qui, bon là, c'est carrément une scène entière de Blue Velvet qui a servi d'inspiration à celle de Silent Hill, où James se cache dans un placard quand il est dans un, je sais plus quel immeuble du jeu, pour observer Pyramid Head qui est en train de forniquer avec ces espèces de créatures étranges là qui sont comme les poupées Balmer là, ces deux jambes imbriquées qui forment une espèce de corps. Et donc James est caché dans le placard et il regarde entre les lamelles de bois. Et dans Blue Velvet, le personnage de Jeffrey Beaumont qui est joué déjà par Kyle MacLachlan s'introduit dans un appartement et il surprend. Donc là c'est pas des créatures, c'est une femme et son plus ou moins son Mac qui ont une scène de ce type-là. Et donc voilà, le parallèle est complet. Don't you fucking look at me! Baby, what's Blue Velvet? Ensuite, il y a Mulholland Drive et Inland Empire qui sont également cités par rapport à la perte de repères, le flou entre rêve et réalité, etc. Et pour terminer, Elephant Man qui partage avec les Silent Hill un questionnement sur la véritable identité des monstres, suggérant que les vraies difformités sont celles de l'âme humaine. Voilà pour les influences visibles et notables et revendiquées de Lynch sur Silent Hill. Et du coup, pour ce qui est de l'héritage direct sur Twin Peaks, alors là, donc à la différence des autres œuvres qu'on avait traitées dans Over the Pop, où il peut y avoir des transpositions d'une œuvre dans différents médias. Alors j'ai été vérifié, donc sauf erreur de ma part, il n'y a pas de jeu vidéo Twin Peaks, il n'y a pas de comics Twin Peaks, il n'y a pas de jeu de rôle estampillé Twin Peaks. Par contre, Lynch et Frost, ils ont développé plus ou moins directement un certain nombre d'œuvres qui viennent approfondir le lore de la série. Entre la diffusion de la saison 1 et de la saison 2 de Twin Peaks, Jennifer Lynch, qui est la fille de David Lynch, elle a écrit le journal secret de Laura Palmer, qui se déroule depuis ses 12 ans jusqu'à l'année de sa mort, donc en 1989.
Donc j'ai vu Twin Peaks quand il a été diffusé sur la 5 en 90. J'ai acheté à l'époque le journal secret de Laura Palmer qui avait été édité chez Pocket. Le truc, il est cringe au possible. Donc déjà, t'imagines, c'est Lynch qui demande à sa propre fille qui avait 20 ans à l'époque d'écrire ça. Et donc, dedans, tu découvres comment, au fur et à mesure, Laura Palmer, elle tombe dans la drogue, elle se masturbe, elle a des visions de Bob qui prend possession de son père, qui la viole. Le truc est ultra trash. Et genre, c'est un produit dérivé pour pouvoir, tu vois, creuser entre deux saisons d'une série. C'est Lynch, quoi. Et ça a cartonné, hein, le bouquin, il a cartonné. C'était, en soi, c'était intéressant, mais tu fais un truc comme ça de nos jours, je pense que ça passe plus, quoi. En 92, Lynch réalise le film Twin Peaks Fire Walk With Me. Donc c'est une préquelle de la série. Le film y s'ouvre sur le meurtre d'une jeune femme appelée Teresa Banks, dont le modus operandi annonce pas mal celui de Laura Palmer, notamment la présence d'une lettre qui est glissée sous l'un des ongles de la victime. On en trouvera un aussi, Cooper en trouvera un, sous l'ongle de Laura Palmer. Et on se retrouve là, alors là il faudra vraiment que vous le matiez, quoi, parce que genre je pense que c'est une des scènes les plus starées que j'ai vues chez Lynch. Pour le bien de votre santé mentale, nous avons remplacé le résumé de la scène par une petite parenthèse musicale. Cherche pas, t'auras pas le temps de comprendre. J'arrive, y'a un truc dans l'air, ça sent le sang. J'arrive, y'a une guerre qui se prépare, l'adrénaline est mon phare. J'arrive, Jaguar, AK, Joe Star. J'arrive, comme un régulateur, sans conscience donc sans peur. J'arrive, j'ai resté un tueur. J'suis un avion à réaction extrême. Adversaire ou ennemi, c'est la même. Visuellement c'est splendide, mais t'es genre c'est complètement. Et ensuite ça enchaîne sur puisque c'est ça vraiment l'histoire du film Fire Walk With Me, c'est les 7 derniers jours de Laura Palmer. Donc, tu suis les derniers jours qu'elle passe à Twin Peaks et ça se termine par sa mise à mort. Tout ce que tu as au début, là, c'est vraiment, en fait, ce qui a été reproché en partie à Lynch, c'est il y en a certains qui trouvent qu'à partir de Fire Walk With Me, il a commencé à devenir un peu la caricature de lui-même, quoi. À faire du Lynch, du voilà. what the fuck pour du what the fuck. C'est ça, voilà. Alors après, je reconnais que le film, je l'ai vu à l'époque quand il était sorti, ça m'avait explosé le ciboulot. Et bon, voilà. Après, je trouve pas ça nul, hein, mais oui, c'est vrai que par moments, ça part tellement dans le n'importe quoi que t'as un peu du mal à t'accrocher, quoi. Là, je parlais des produits dérivés qui sont sortis au moment de la saison 2. Et donc, avant que ne sorte la saison 3, donc en 2016, Twin Peaks The Return, il y a Mark Frost qui a sorti 2 livres, L'histoire secrète de Twin Peaks et Twin Peaks The Final Dossier. Alors, l'histoire secrète de Twin Peaks, donc c'est présenté comme un rapport d'analyse rédigé par une agente du FBI qui s'appelle Tamara Preston et qui est un des personnages secondaires de la saison 3. Et elle le fait à la demande de son supérieur, Gordon Cole, qui est le personnage du FBI qui est joué par David Lynch lui-même. Au niveau de ce que ça raconte, ça permet de creuser un certain nombre d'éléments de lore, et notamment en lien avec les ovnis, quoi. En fait, quelque part, ils font une espèce de pont avec X-Files. Il y a un truc qui part sur le fait qu'il y ait d'autres créatures qui existent parmi nous, mais qui sont peut-être pas forcément des extraterrestres, mais un peu comme dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, des êtres d'une autre dimension. Okay, ouais, tu vois. Voilà. Et d'un point de vue formel, le bouquin est chouette parce qu'en fait, c'est une accumulation de notes, de dossiers top secrets, de coupures de presse, etc. Donc il y a plein de formats dedans différents. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu, toute proportion gardée, au livre La Maison des Feuilles de Mark Danielewski. Alors que j'avais un moment pensé intégrer dans ce qu'on pouvait utiliser comme héritage à Twin Peaks, mais dont je parlerai pas parce que sinon ça va nous prendre 4 heures. Donc si vous voulez en savoir plus sur La Maison des Feuilles, qui est un bouquin vraiment aussi incroyable, je vous recommande déjà de lire le bouquin et d'aller regarder la vidéo que HAL 236 lui a consacrée. Et donc pour terminer, je disais qu'il y avait The Final Dossier. C'est de nouveau l'agent du FBI Tamara Preston qui là fait en fait chaque chapitre c'est consacré à un personnage de la série et finalement le but c'est d'expliquer au lecteur ce qui est arrivé à ces personnages entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3. Voilà, j'en ai fini avec donc l'héritage direct de Twin Peaks et donc a priori Clovis c'est à toi de t'occuper de celui de Silent Hill. Du coup, Silent Hill, a priori, ça n'a donné que d'autres jeux que les 3 premiers opus.
Ouais. On a dit qu'il y en avait 6. Il doit y en avoir 6 ou 7, ouais. Parce qu'il y Il y a... a 1, 2, 3, 4. Mais il y a aussi un truc Chronicles ou quelque chose. C'est un Oui. petit peu comme les Resident Evil où tu as des trucs un peu c'est intermédiaires. ça. Voilà. Et puis maintenant, il faut rajouter le Silent Hill F. Mm. Donc oui, il n'y en a pas 10, mais pas loin, quoi. Donc au-delà de ce médium-là vidéoludique, il y a juste des films qui sont au nombre de 2 pour le moment. 3, oui, parce que le dernier est sorti. Donc il y a le film de Christophe Gans, sorti en 2006, qui s'appelle tout simplement Silent Hill et qui reprend l'intrigue du premier jeu en remplaçant le personnage de Harry Mason par Sharon Da Silva. Et en rajoutant Boromir. Il rajoute Boromir quand même, c'est important. Oui. Il n'y avait pas Boromir. Bien sûr. Il n'y avait pas Boromir dans le jeu. Ben oui. Non, il n'y avait pas Boromir dans le jeu, en effet. Et du coup, il a été moyennement reçu, ce film, on va dire, dans le sens où visuellement, ça respectait bien le jeu, etc. Mais c'était peut-être un peu trop adapté, on va dire, et du coup, les adaptations n'ont pas plu aux fans hardcore. Après, je pense que quand tu connais pas le jeu et que tu arrives devant le film et que tu le regardes, tu te dis que c'est un bon petit film d'horreur sympa. Ouais, moi, j'arrive pas à me prononcer sur ce film. Toi, tu l'as vu, Pej, ou pas? Non, j'ai Non. juste vu l'épisode de Karim Debache. l'épisode, ouais. Je vois à peu près de quoi ça parle, de l'intrigue. Et t'as vu Après, de ce qui est dit, quoi, apparemment, ce serait, je mets des guillemets, une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Oui. Oui, on peut voir ça comme ça. oui. Sachant que Mais les trois quarts apparemment, des... c'est ultra méga clivant. Ouais. Parce que il faut. J'ai Pierre qui a vu le Return to Silent Hill Tu vois, j'ai et pas vu, moi. qui avait justement l'avant-première. Il y avait le réalisateur Christophe Gans. Christophe Gans. Et bon, après voilà, quand il te raconte apparemment l'histoire et tout de sa vision, apparemment c'est vraiment stylé, quoi. Mais il faut apparemment être fan du jeu et fan de Christophe Gans. C'est peut-être plus ça, ouais. Faut Si peut-être t'es être, pas fan des deux, je crois que c'est compliqué. Apparemment, hein. Parce qu'après, ouais, de ce que j'ai entendu, c'est des purges, quoi, les films. Mais Non, c'est pas des non, purges. non, quand même pas. C'est, Le deuxième peut-être un peu plus. Non, je crois pas. Non, mais ni le premier, ni le troisième, c'est une purge. Mais le deuxième, enfin, Non, toi, tu parles 3D. du 3D, ouais. Mais Voilà. de toute façon, tout ce qui est en 3D, C'est de la souvent merde. de la C'est merde. rarement des bonnes choses. Voilà. Mais moi, ce qui me pose problème, mais en fait, je crois que ça me fait ça pour tous les trucs de Christophe Gans, c'est qu'en fait, c'est le réal qui est ultra cultivé. Quand il adapte Silent Hill, c'est vraiment un univers. Il a joué à Silent Hill quand c'est sorti, il l'a découvert, donc le mec, il est ultra respectueux. Mais comme je disais, alors je sais pas si le parallèle peut vous parler, mais c'est ce que je t'avais dit, Clovis, quand on avait parlé de l'émission. Moi, j'ai l'impression que Christophe Gans, quand il fait un film, c'est un peu comme si moi, tu vois, je devais faire un film un jour. Alors, j'ai pas les compétences cinématographiques de Christophe Gans. Comment ça C'est-à-dire, le mec qui veut tellement bien faire, qui est tellement minutieux dans son truc, qu'en fait, ça finit par porter peine au projet parce que t'es trop, en fait. T'es trop Oui, oui, méticuleux, non, mais t'as trop de trucs que tu veux faire passer. Du coup, on sent que le mec, il est respectueux, il y a pas de problème, sa démarche, elle est clean. Par contre, ça se ressent quand même sur le produit final. En tout cas, moi, j'ai vu que le premier Silent Hill, hein, mais ce qui me dérangeait avec le premier Silent Hill, c'est que ça fait jamais peur. Et il y a des moments, c'est un peu too much, quoi. Il a tendance. Alors après, la caméra, c'est super. Les mouvements de caméra, c'est super bien géré. Après, la musique. c'est pas du jumpscare non plus, quoi. Non, oui, mais il y a. Enfin, j'ai jamais joué au Silent Non, Hill. c'est plutôt de l'angoisse. C'était aussi un même chez Karim Debache, hein. C'est le personnage de la flic de Sybil Bennett qui est toujours là, genre la meuf, il y a des créatures de partout, et toujours avec ses lunettes de soleil et tout. Vous avez fait une excès de vitesse. Poursuivi par des spectateurs de partout. T'as les rues, elles s'arrêtent abruptement, t'as un puits sans fond. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est ça. Et alors dans le jeu, c'est pas gênant parce que t'as l'habitude d'avoir des persos un peu, voilà. Mais dans un film, quand t'as une personne de chair et de sang qui fait ça, Ouais, ça fait trop, c'est ouais. trop, quoi. Mais ça fait un peu trop cliché. Ouais. C'est ça. Et bon, par contre, la fin, elle est vraiment gorasse. T'as Alessa qui joue avec des fils de fer barbelés, qui prend tous les sectateurs là et qui les éclate. Oui, genre du porn. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle ce putain de film là? Event Horizon. Oui. Mais Ouais. ouais, c'est. Mais oui, c'est sûr qu'il fallait pas tomber dans le gore porno parce Voilà. que c'est pas l'esprit de Silent Hill, quoi. Non.
Donc voilà, moi Silent Hill, je pense que c'est un film qui mérite tout à fait d'être vu, qui est tout à fait honorable dans sa démarche. J'ai l'impression qu'en fait il a suivi exactement le même chemin avec Retour à Silent Hill parce que c'est exactement les mêmes reproches qui lui sont faits. Je sais pas si tu as regardé la vidéo du Fossoyeur de film où justement il revient sur tout le bashing qu'il y a autour de Retour à Silent Hill. Ah ouais, non, j'ai pas Voilà. vu. C'est un Et dernier truc. donc lui il trouve que c'est pas justifié, que le film il y a plein de propositions intéressantes mais qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas non plus. Je pense qu'il a recommis un peu les mêmes erreurs qu'il Oui, avait ça fait, a enfin l'air les d'être erreurs. pareil que le Voilà. de celui-là, c'est Voilà. la même continuité. C'est que... ça. C'est un petit peu comme, je sais pas, ça serait un peu comme Alexandre Astier, tu vois, comme s'il écoutait pas les remarques qui avaient été faites sur tout ce qui n'allait pas dans le premier Camelot et qu'il faisait exactement la même chose. Non, les mecs, là, voilà, je m'en fous, moi, je fais mes films, je me fais plaisir. Ouais, mais après ça s'entend. Hein. Complètement. Au moins, il y a une personne qui se fait plaisir, c'est déjà ça. Non, mais au moins, t'as une vision. T'as pas ça. genre un espèce Non, de il sait pas- gloobie-boulga, parce non, que des fois, ça peut complètement. partir en couillasse. Mais moi, ce que je me posais comme question sur Silent Hill, c'est est-ce que c'est quand même compréhensible si t'as pas fait le jeu? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu confus quand même par moment. Moi, non, je pense que c'est Moi, je l'ai assez regardé clair. avec quelqu'un qui avait pas tout bien saisi quand même, mais bon. Et notamment ce dernier plan D'accord. final Non, sur, mais- sur le buisson. Là, ce plan sur le buisson, personne ne... c'est un plan pour l'infini, quoi. C'est pour la postérité. Bon, et du coup, pour ce qui est des héritages indirects de Ouais. Twin Peaks, Alors là, il qu'est-ce y a que tu peux nous dire? Bah, qu'est-ce que on peut tous dire, hein, Alors moi j'avais noté, alors bah, il y aurait des charrettes, hein. Moi j'ai retenu X-Files, Lost, Wayward Pines, Zone Blanche. Toi Pêche, t'as des trucs à dire sur une de ces séries? Alors, X-Files, j'ai vu comme ça. Hein, de temps en temps, j'ai pas vraiment suivi le film. Je me suis jamais mis les saisons d'affilée, mais après, voilà, de ce que j'ai vu, enfin, des premières, parce qu'apparemment, j'ai vu des trucs, parce qu'ils ont refait, c'est ça? Ouais, ils en ont ressorti Ils en ont récemment, ressorti, ouais. et j'avais essayé de retenter, c'est horrible. C'est parce que t'aimes pas les vieux. Non, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment... Enfin, ouais, je sais pas, j'ai eu un épisode, je trouvais que c'était vraiment trop chelou, c'était mal réalisé, ou... Ça faisait pas flipper, quoi, il y avait même pas d'horreur, je trouvais que ça faisait vraiment série Z, enfin, bref. Ouais. Mais en tout cas, les tout premiers, moi j'ai bien kiffé l'espèce d'ambiance avec Mulder, Scully, les espèces de complots. Moi, j'avoue que X-Files, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit, Avec et le probablement générique, trop petit, et qui m'avait vraiment traumatisé, dont notamment effectivement le générique, avec cette musique angoissante, ces images qui se distortent dans tous les sens, tu comprends rien et tout. Et moi, je me souvenais que j'étais réellement mal à l'aise devant ce truc-là. Et après, en grandissant, je regardais les épisodes, je me disais, putain, ouais, ça fait flipper, mais c'est quand même intéressant. Et après, bon, j'ai lâché l'affaire. J'avoue que j'ai jamais suivi, je pense que j'ai même pas vu toute une saison complète de X-Files. C'est plutôt des épisodes par-ci par-là. Tout ça pour dire que, ouais, ça a toujours été un truc très dérangeant, très bizarre, que je regardais de loin. Ok. Donc, bah moi, j'ai suivi un peu les épisodes quand ils ont été diffusés à l'époque, donc à partir de 93. Mais c'est vrai qu'il y a que quelques années, alors je sais plus sur quelle plateforme ils avaient mis l'intégrale, on les avait tous Je les avais rematés, tous, ouais. voilà, y compris les trucs où ils commencent à être vieux, y compris les films. Et il y ceux avait- qu'ils ont refait après. Voilà, c'est ça. J'en ai regardé quelques-uns, mais je commençais un peu à saturer parce qu'il y a quand même, je sais plus combien de saisons. Ouais, Voilà. t'en sais pas. avais une chier. Ben ouais. Donc là, juste pour expliquer le lien, puisqu'on est dans l'héritage indirect de Twin Peaks pour X-Files, normalement l'influence de Chris Carter, qui est le créateur de la série, c'est une série des années 70 qui s'appelle en anglais Kolchak The Night Stalker, en français Dossier brûlant. A priori, c'est un peu le même genre de truc avec des enquêtes sur le surnaturel. Mais donc là où il y a un rapport à faire avec Twin Peaks, c'est déjà d'avoir un personnage principal qui est agent du FBI. Bon, là, on en a deux pour le prix d'un. Et le lien qui est plus étroit avec le personnage de Cooper, c'est que Cooper, il associe le côté méthodologique avec le côté
ouverture sur les croyances en d'autres dimensions, des choses comme ça. Et finalement, c'est les traits de personnalité que tu retrouves à la fois d'un côté chez Scully, puisque c'est elle l'esprit scientifique, et chez Mulder, qui lui est le mec qui croit aux extraterrestres et à toutes ces choses-là. Tu veux dire que Cooper, il arrive à être à la fois et Mulder et Scully. C'est ça, voilà, là ils les ont découpés en deux. L'autre chose l'autre lien qu'il y a avec Twin Peaks, donc là on s'en rend pas forcément compte maintenant avec le recul, mais donc j'ai dit que Twin Peaks c'était sorti, ça avait été diffusé 90-91, X-Files ça arrive en 93, et même si X-Files ça propose encore des épisodes qu'on appelle les loners, donc c'est chaque fois un épisode avec le monstre de la semaine. Ouais, il y a quand même un fil rouge, il y a un certain nombre d'épisodes qui sont justement ceux autour de la conspiration du gouvernement, sur les extraterrestres et tout ça. Ouais. Donc il bascule pas encore complètement comme Twin Peaks dans ce qu'on appelle les séries sérialisées, c'est-à-dire où vraiment l'intrigue, il faut avoir vu toute la saison ou toutes les saisons pour avoir le fin mot de l'histoire, mais il propose une espèce de mixte entre des épisodes indépendants et donc une intrigue avec un fil rouge. Et le dernier point commun qu'il y a, c'est que David Duchovny, il joue à la fois dans X-Files, puisqu'il est l'interprète de Fox Mulder, et il apparaissait déjà dans Twin Peaks, dans le rôle secondaire de agente Denise Bryson, donc qui s'appelait avant Denise, qui est un ami de Cooper, et qui est devenu transgenre suite à une mission d'infiltration. Donc c'est-à-dire que c'est un agent du FBI. Pour une mission d'infiltration, il a dû s'habiller en femme. Il s'est rendu compte que ça lui plaisait bien, il se sent bien comme ça. Il n'est pas gay, mais il continue à s'habiller en femme et il demande à ce qu'on l'appelle Denise au lieu de Denis. Ok. Et tout le monde, et ça ne choque personne. Donc quand il apparaît, FBI, fausse c'est ça. Fausse blonde infiltrée. C'est ça. Voilà. Et il fait un caméo dans la saison 3 où il est monté en grade au sein du FBI et il est toujours habillé en femme. Mais c'est toujours Duchovny qui fait... voilà. C'est propre. C'est ça. Voilà, donc ça c'était pour X-Files. Après Lost... Lost, moi je crois que c'est l'une des premières séries que j'ai vues. Mais du coup ça remonte, ça date. Et j'ai jamais terminé la série. C'est l'une des premières et tu l'as pas fini, c'est dommage. J'avais regardé je crois 3-4 saisons, après à un moment donné ça part vraiment trop en couille. Moi je sais la fin. Ouais. Mais... trop d'intrigues sur l'intrigue, les bunkers cachés, la fumée noire. Il y a combien de saisons? Parce que je vois que c'est de 2004 à 2010. 6 saisons. 6 saisons, voilà. Oui, mais en plus, c'est des saisons de 24 épisodes à 50 minutes l'épisode. Ah oui, c'est à l'ancienne. Ouais. Ça, c'est old school. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Et c'est toi, 87 heures. Clovis, tu l'avais vu ou pas? Non, Lost, j'ai dû, pareil, grappiller quelques épisodes, mais vraiment très peu. Et bon, je pense que c'est pas le genre de série où, pour le coup, tu peux regarder quelques épisodes par-ci par-là. Parce que là, c'est vraiment pour le coup une série sérialisée du début à la fin. Donc ça ne servait à rien. Mais c'est une série que je me garde dans un coin de ma tête en me disant c'est quand même des séries entre guillemets un peu incontournables et je pense qu'un jour je me la regarderai au même titre que Breaking Bad par exemple. Oui, j'ai pas vu Breaking Bad, ouais. Il faut regarder. Oui, je sais. Me tapez pas, j'ai pas vu Breaking Bad. Ok. Donc là, pour ce qui est du lien avec Twin Peaks, donc j'avais noté. Donc là, on rappelle quand même que les personnes qui sont derrière Lost, c'est quand même J.J. Abrams. Oui, quand même. Voilà, l'homme qui a violé Star Wars. Ah ouais, tu vas comme ça, ok. Il a fait l'amour à Star Trek, mais il a violé Star Wars. Ça aurait pas dû prendre le même. Fallait peut-être pas faire, fallait choisir le Star que tu faisais. Star, c'est ça. On a aussi donc Damon Lindelof qui était aussi, qui lui, alors c'est le mec qui peut être souvent décrié. Moi, il y a une série que j'aime de mon cœur derrière laquelle il est, c'est The Leftovers, qui est vraiment une série de ouf. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai regardé le premier épisode ce week-end. Voilà, continue, c'est très bien. Et donc le dernier du trio, c'est Jeffrey Lieber. Donc la série, comme on a dit, elle a été diffusée entre 2004 et 2010, et en fait, elle pousse à l'extrême. Alors certains diront jusqu'à la caricature. La structure narrative de Twin Peaks. Donc on est dans un lieu coupé du monde. Alors là, cette fois-ci, c'est plus une petite ville au milieu de la forêt, c'est une île au milieu de l'océan. On a une communauté au secret entrecroisée et le refus de livrer des réponses claires
et le fait de privilégier l'atmosphère, le mystère. Alors, le truc qui est souvent reproché à Abrams et à Lindelof, d'ailleurs, c'est de teaser en fait le spectateur avec un truc genre il va se passer quelque chose d'incroyable, alors que eux-mêmes ne savent pas ce qu'il va y avoir. Et en fait, au moment où tu es censé y arriver, c'est non, mais en fait, ça, c'était pas important. Ce qui est important, c'est le chemin, tu vois. Donc, il y a un peu l'impression qu'on se fout de ta gueule. C'est un peu beaucoup, voilà. Un peu beaucoup dans cette série. Même dans Star Wars, il a réussi à le faire ça. Je trouve que par exemple, je sais pas si vous voyez dans le Réveil de la Force, quand il y a le fameux truc autour du sabre de Luke, comment il s'est retrouvé chez Maze au moment où, vous voyez, donc il y a Rey qui sent l'appel du sabre laser. Elle descend dans le sous-sol de la cantina là, de Maze. Elle trouve le sabre de Luke. Ils vont au bar et elle trouve, le truc, et puis, un sabre. Et elle demande à Maze, mais comment il est arrivé là? Parce que c'est normalement le sabre que Luke il a perdu dans la Cité des Nuages. Donc et elle dit, c'est une bonne question, mais ce n'est pas le moment. Et en fait, ce moment n'arrivera jamais dans la postlogie. À aucun moment, on t'explique comment ce putain de sabre il est arrivé là. Ça, c'est la touche à JJ. Ouais. Putain, c'est beau. Voilà. Ouais. En même temps, à aucun moment on explique comment Palpatine est revenu non plus. Hein. Ah bah si, c'est la fainéantise des scénaristes. Oh. Complètement. Hein. Voilà. Donc voilà le lien Lost Twin Peaks, donc un peu tout ça, donc labyrinthe métaphysique, chaque révélation engendre de nouvelles questions, voilà. Et beaucoup trop de questions, beaucoup trop de sous-trucs, enchaîne beaucoup trop de trucs. Voilà. C'est dommage. Non, moi je trouve que c'est dommage. Moi, franchement, je l'ai suivi jusqu'au bout. Le seul truc qui me gavait un peu, et ça c'était le gimmick de l'époque, c'est à chaque fois l'épisode obligé qui revient sur le passé d'un des personnages. Oui, on a quand même une chier des personnages. Donc pour certains, c'est vraiment intéressant de voir ce qui leur est arrivé avant d'être sur l'île. Pour d'autres, tu t'en fous complètement, quoi. Donc là parfois tu sais que tu t'es parti pour 50 minutes où on va te raconter le passé. Ah non, mais lui, dans un flashback, je veux pas savoir son passé, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ouais. Mais après je trouvais qu'il y avait vraiment plein de trucs super intéressants. Ah non, il y a eu des trucs franchement, il y a des épisodes qui sont mythiques, il y a des acteurs, franchement c'est cool. Non, c'est un peu la série qui s'est écrite comme ça au jour le jour, quoi. Ouais, c'est ça. Gigi et Damon, c'est leur truc. Ça improvisait, quoi. C'est ça. Donc ensuite, je voulais faire un petit focus sur Wayward Pines. Il y en a un de vous qui l'a vu ? Non, je sais absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas, pareil. Donc c'est l'adaptation sous la forme d'une série en 2 saisons d'une trilogie de romans de l'écrivain américain Blake Crouch. Donc a priori, le projet d'adaptation, il a été impulsé par M. Night Shyamalan, qui a participé au développement de la première saison avec le showrunner Chad Hodge et qui a réalisé le premier épisode. Donc le point de départ de la série, c'est l'arrivée d'un agent des services secrets américains, c'est plus le FBI, mais bon, c'est un peu kiff-kiff, quoi, qui est incarné par Matt Dillon dans une ville de l'Idaho qui est perdue au milieu de la forêt. Alors le personnage, il est envoyé là pour enquêter sur la disparition de 2 agents fédéraux, mais il est victime d'un accident de voiture à son arrivée. Ça vous dit quelque chose, ça ? Quelqu'un qui est victime d'un accident de voiture et qui d'un coup se réveille et voilà. Et donc il se réveille. Ça quelque part, ouais. Voilà, il se réveille à l'hôpital local et il se rend compte rapidement que sous ces apparences de petite ville paisible là, donc le fameux Tone Opera dont on parlait la dernière fois, il y a un paquet de choses qui tournent par rond à Wayward Pines. Donc par exemple, il est impossible de communiquer avec l'extérieur, les habitants se comportent de façon étrange, la population est étroitement surveillée et elle doit se plier à des règles strictes. Donc il y a un petit côté aussi le prisonnier. Mais donc la différence avec Twin Peaks par contre, c'est que Wayward Pines, ça va pas partir d'un postulat d'intrigue policière pour bifurquer vers le surnaturel, mais vers la science-fiction et le post-apo, qui seront eux explorés dans la 2e saison. Si vous voulez, juste je vous dis qu'est-ce qui se passe après. Tu te rends compte dans la 2e saison que tous les gens qui sont à Wayward Pines ont été enlevés par un scientifique qui est incarné par Toby Jones. Tu vois qui c'est un mec qui a une tronche pour faire les seconds rôles. Et donc, il a compris que l'humanité, elle va être remplacée par une nouvelle espèce.
Il les appelle les Abyss, je crois. Et donc, il a fait enlever des gens parce qu'ils ont des capacités intellectuelles, des connaissances technologiques et tout ça, pour les mettre en hibernation. Et en fait, il compte les réveiller des milliers d'années plus tard, une fois que cette nouvelle race, elle aura de nouveau disparu, pour pouvoir recréer une nouvelle civilisation, repartir à zéro dans un futur lointain, quoi. Sauf qu'en fait, les gens, au bout d'un moment, vont se rebeller, mais ils savent pas ce qu'il y a derrière les clôtures de la ville. Et donc, et les habits, ils ressemblent un peu à... Vous avez vu The Descent, là, le truc où il y a des meufs qui... Voilà, ils ressemblent un peu au truc albinos de The Descent. Ok. Bon, moi, c'est vraiment une série que j'ai trouvé bien cool. Wayward Pines. Ok. Et pour finir, Zone Blanche, parce que c'est plus les Américains qui ont le monopole du tone opéra. Ça fonce. C'est ça, donc c'est une série française qui a été tournée en partie dans les Vosges, un peu en Belgique. Et donc là, ça se passe dans une ville imaginaire qui s'appelle Villefranche, donc qui est coupée du reste du monde par une forêt mystérieuse et donc qui se situe dans une zone blanche, c'est-à-dire où les portables ne passent pas, et qui connaît un taux de criminalité qui dépasse largement la moyenne nationale. Et donc on suit une équipe de gendarmerie qui est dirigée par Lauren Weiss et qui se retrouve à enquêter sur des séries de crimes violents qui ont l'air d'avoir un lien avec une espèce d'entité surnaturelle païenne. C'est pas facile d'accès comme endroit, Villefranche. C'est une zone blanche ici. Les portables passent pas, le GPS non plus. Même les micro-ondes sont un petit peu capricieux. Par ça, tout va bien. Ah ouais. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi votre taux d'homicide est 6 fois supérieur à la moyenne nationale? Tu sais qu'on n'a pas droit à l'erreur. Je t'ai dit que je m'en occupais. Vous n'êtes pas gendarme, monsieur le maire. Non, mais je suis le maire. Et tout ce qui se passe dans ma ville me concerne. Vous savez, il y a tout un monde à l'extérieur de Villefranche. Justement, venez pas foutre le bordel dans le mien. Dites-moi, Ferrandis, c'est pas normal, ça. Même pour Villefranche, je veux dire. J'avoue que là, c'est du bon niveau. La fille du maire a disparu. Je vous dis que c'est lié à ce qui m'est arrivé. J'ai senti un truc froid. Ça grouillait quelque part dans le noir. Il y a quelqu'un qui se cache et qui vit là-bas depuis longtemps. Oh putain, c'était quoi ça? Je sais pas. Votre piste donne des bois, c'est n'importe quoi. Il était derrière les arbres. Il m'a regardé. Il arrive. Je vous en supplie, il faut faire quelque chose. Vous l'avez vu? Vous avez dû faire une belle connerie pour qu'on vous envoie à Villefranche. Wayward Pines, Zone Blanche, c'est des séries qui ont été arrêtées à la saison 2. Donc tu peux considérer que c'est fini, mais quelque part, c'est aussi parce que parfois la chaîne, elle n'a pas voulu aller au bout. Et Zone Blanche, il y a du monde, dont moi, qui attend qu'un jour, il y ait une conclusion. Mais franchement, ça vaut le coup de la voir. Elle est très bien et bien réalisée. Musique sympathique aussi. Ok. Et au niveau des inspirations pour les jeux, Alan Wake. Ouais, on avait noté quand même Alan Wake. Alors je l'avais mis au départ sur Silent Hill, mais finalement j'ai révisé mon truc et je me dis qu'il est quand même plus Twin Peaks que Silent Hill. Donc là, toi, t'as des trucs à nous dire sur Alan Wake? Non, j'avais vite fait jouer j'ai joué 2-3 heures comme ça. Tu suis un espèce d'écrivain. C'est ça, c'est le jeu avec l'écrivain. Ouais. C'est ça. Et tu rentres en gros dans le livre ou c'est le livre qui sort, je sais plus. Qui rentre en toi. Non, je sais plus. C'est quoi je crois que c'est ce qu'il écrit se matérialise. C'est pas. Ouais, c'est pas ça. C'est un truc comme ça en fait. En fait, il y a juste, il y a pas de. Si, il y a des armes. Oui, un peu, mais c'est pas tellement. La mécanique de combat, c'est en fait, il a une lampe torche. Oui, parce qu'il y a un truc avec les ombres. C'est-à-dire que, alors pareil, hein, j'ai acheté d'occasion le remaster qui est sorti en 2021. Je l'ai testé peut-être 2 heures, un truc comme ça.
Et bon, là, j'étais encore dans mon truc From Software. Je trouvais ça potentiellement super bien, mais ce qui me gonflait, c'était le côté sur lequel j'ai réussi à passer depuis en faisant les The Last of Us, où tu sens que tu as un chemin à suivre et c'est pas calculé pour que tu t'en détournes. Mais tu t'en fous parce qu'en fait, l'important, c'est l'intrigue, quoi. C'est le chemin. C'est le chemin. Et donc là, on est donc pour faire le lien avec Twin Peaks, c'est qu'on est donc dans aussi la petite ville typique. Donc là, elle s'appelle Bright Falls et elle se trouve aussi dans l'État de Washington. Et en fait, il y avait une mine à proximité dans laquelle il y a eu une explosion et ça a priori amené des événements surnaturels. Donc on a un truc avec une espèce de dimension parallèle qui là s'appelle pas la Black Lodge mais qui s'appelle la Dark Place. Et en fait, ce que tu écris, elle le matérialise et plus tu l'écris de manière appliquée, sensible, etc. Plus ça se matérialise de manière impressionnante et forcément Alan Wake, comme il est écrivain mais à la base il a un problème d'inspiration, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en branle avec ça. Alors j'avais maté, je sais pas si vous avez vu, il y a Ludic qui avait fait une vidéo de lore qui explique l'intégralité de ce qui, peut-être pas le 2 parce qu'il n'était pas encore sorti, mais visiblement entre le jeu principal, les DLC qu'ils ont sortis et il y a un autre jeu qui s'appelle Control. Ah oui. Oui, alors, parce qu'attends, Et Control, en fait, il y aurait un lien, en fait, ouais, c'est il y a ça. carrément un lien parce qu'en fait, à un moment, il y a Alan Wake et tu ne sais plus en fait si Alan Wake, donc l'univers d'Alan Wake, c'est un truc qui dérive de Control ou est-ce que Control a été imaginé par Alan Wake. Enfin, il y a toute une espèce de mise en abîme comme ça entre Max les Payne lores. aussi, Oui, mais Max Payne, c'est parce que c'est le même studio en fait, c'est le studio finlandais Remedy Entertainment. Voilà, mais du coup, ça. Après, et là, d'avoir vu l'épisode de Ludic, ça m'a vraiment hypé quand j'aurais fini Cyberpunk. Dans 150 heures, quand j'aurais fini Cyberpunk. 200 heures. Voilà. Je pense que je vais, mais même Alan Wake 2, le 2 a l'air, il a l'air fou, hein. Le 2 a l'air incroyable. J'ai vu des vidéos et des critiques à propos et vraiment, ça a l'air assez fou. Voilà. Mais oui, le 1, en tout cas, tu ressens. Je crois que le 2, en plus, tu joues plusieurs personnages, je crois, il me semble. Oui, c'est. Alors que dans le 1, tu suis vraiment Alan Wake, quoi. Ce qui est en plus, c'est que à la fin du 1, c'est comme dans Twin Peaks pour ce qu'on disait avec Dale Cooper, c'est qu'Alan Wake, il se retrouve coincé dans la Dark Place. Et il y a un double de lui-même qui sort dans le monde réel, quoi. Et dans les DLC, il y a un des DLC où en fait tu joues Alan Wake dans la Dark Place et tu essaies de le faire sortir de la Dark Place. Donc il y a vraiment... j'avais noté quoi. Ah oui, il y avait aussi, c'était... parce qu'à un moment, il y a une clinique justement avec un Dr Hartman qui est au courant de l'ombre là et qui justement utilise des artistes pour la manipuler. Et sa clinique, elle s'appelle la Cauldron Lake Lodge. Alors, Black Lodge. Je pense que c'est pas anodin non plus. Mais enfin, visiblement, les mecs de Remedy, ils ont maté Twin Peaks, clairement, quoi. Et ils ont l'air d'avoir bien digéré le truc. Ok. Bon, Twin Peaks, c'est bien beau, mais pour ce qui est des héritiers de Silent Hill, alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, c'est le moment de Pej là qui va nous parler pendant 1 heure du PT. Du PT Silent Hill. Le PT, on peut en parler pendant 2 heures alors que la démo n'existe plus. Ouais, ça c'est terrible, quand même. Mais il y avait des PlayStation qui se vendaient juste avec la démo dessus. Parce qu'on peut plus accéder à cette démo. Non, elle a été retirée. Elle a été retirée. Et il y a des gens qui vendent du coup la console avec la démo dessus pour pouvoir y jouer. Et ça se vend à une couille. Du coup, PT, ça se présentait. Attends, peut-être juste nous dire qui l'a réalisé. Enfin, les 3 têtes qui sont sur le projet. Alors les 3, je me souviens pas, mais je sais qu'il y a Monsieur Hideo Kojima. Voilà. Voilà. Avec comme acteur. Et il y avait acteur, t'avais Norman Reedus. Voilà. Et comme réalisateur. C'est Guillermo del Toro. Ah oui, ok. Et en fait, du coup, après, il a gardé... Et après, Death Stranding. C'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, ils n'ont pas pu réaliser le jeu. Voilà. Et il a gardé, en gros, les têtes. Et Death Stranding, c'est avec Guillermo del Toro aussi ? Et il y a Guillermo del Toro. Ok, je savais pas ça. Il est à l'intérieur. Ok. Il est à l'intérieur ? Ouais, à l'intérieur, carrément. De Norman Reedus. Comme le qui est à l'intérieur de Hideo Kojima. Bref. Voilà. C'est des poupées russes.
Et du coup, la démo se déroule dans un couloir. Enfin, t'es vraiment dans une maison, dans une pièce, et en fait, tu commences à résoudre des espèces d'énigmes. Et t'as un couloir en angle droit, en gros. Le couloir, et qui tourne sur la droite, et t'as une pièce, et en fait, au fur et à mesure qu'on résout, en gros, les énigmes, on est suivi aussi par une espèce de force, un peu... par un esprit. Et en fait, on se rend compte que c'est une boucle. Et en fait, on tourne en boucle dans la maison et on repart en fait au tout début. Et plus ça avance, plus le couloir se modifie et il y a de nouveaux éléments à résoudre. Et ouais, voilà, il y a des. Et du coup, tu parlais du bébé. En fait, ouais, le bébé, c'est genre un espèce de fœtus qui a dans dans un évier qui chiale. Tu as des espèces de. À un moment donné, tu as un sac qui parle. C'est qui est rempli de sang, enfin un sac de... Sac de sport ? Non, pas un sac de course, sauf que c'est un sac qui est fermé, rempli de sang, et tu vois qui bouge et on dirait qu'il parle. Putain, t'as plein de trucs comme ça, et tu résous un truc, et c'est vraiment ultra méga flippant, quoi. Il n'y a pas de jump scare. C'est un des trucs les plus flippants auxquels j'ai joué, parce que t'as vraiment... Il se passe pas grand-chose, mais en fait... Dans le concept de la démo, l'esprit qui te suit, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans la plupart des jeux, normalement, il y est que quand tu as les cinématiques. Et là, en fait, il te suit tout le temps, en fait. C'est-à-dire que dans le jeu, quand tu te tournes et quand tu te retournes, en fait, il est là, présent. Et c'est un truc de ouf, quoi. Et ça dure pas longtemps, hein. C'est une démo qui doit durer 20 minutes. Et à la fin, il y avait la bande-annonce, le trailer de la suite, où c'est pareil, tu étais dans une maison et en fait t'as des ballons qui se transforment en tête. Un peu comme dans ça de Stephen King. T'as une espèce de main géante qui arrive dans une espèce de couloir pour t'attraper. Ben voilà, c'est une espèce d'horreur assez... organique. Ouais, très, très angoisse, très malaisant, quoi. Ah ouais. Et donc dans la bande-annonce, c'est en vue subjective, donc tu vois jamais la tête de Norman Reedus dans la bande-annonce jouable. Non, apparemment c'est dans la bande-annonce où tu sais qu'il va y être, oui, okay. Mais toi quand tu joues, on joue c'est un jeu à la première personne. Ok. Mais alors pourquoi ils n'ont pas fait ce jeu ? Eh bien, ils n'ont pas fait ce jeu parce que Konami avait décidé de recentrer son activité sur les jeux mobiles qui étaient moins coûteux et que le projet Silent Hill, ça s'annonçait ne pas rentrer dans les clous et ils ont dit on arrête tout. Malgré la hype de ouf qu'il y avait. Ouais, c'était vraiment, il y avait un truc de dingue derrière. Oui. Déjà, tu mettais les trois noms là, Kojima, Del Toro et Norman Reedus, parce qu'il était déjà connu par Walking Dead. Ouais. Donc forcément, tu te dis, mais comment on peut laisser tomber un projet pareil ? Bon, après, Death Stranding, c'est un bon délire aussi, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même hype, ça n'a pas aussi bien marché qu'espéré. Death Stranding, c'est un autre délire, quoi. C'est plus du Kojima. On est vraiment dans un espèce de truc science-fiction croisé avec le fantastique. On est quand même sur un truc un peu malaisant, mais c'est pas horreur, quoi. Et avec un bébé mais on aussi. n'est pas, Il y a un bébé, c'est vrai. Ouais. Mais là, le bébé est pas une tête bizarre. Il n'est pas, il ne ressemble pas à une espèce de monstre. De monstre chelou, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu ? The Evil Within. Alors pour Evil Within, j'ai pas vraiment joué. C'est un pote à moi qui a joué. Et on m'a raconté. J'ai vu un espèce de let's play pendant des jours en direct. Bref. Mais du coup, c'est le
père, le papa de Resident Evil, hein, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. En tout cas, c'est réalisé par un studio japonais, Tango Gameworks. Mais après... C'est Shinji Mikami, voilà. Ouais. Mais si ça sort en 2014, c'est plutôt le fils que le papa, non? Non, mais c'est le père de Resident Evil qui est aux commandes. Ah, dans ce sens-là. C'est le D'accord. monsieur qui a fait Resident Evil. Du Ok, coup, on en ok. retrouve du coup un peu une essence de Resident Evil. Mhm. Mais étant donné que j'ai pas joué à Silent Hill, ou très brièvement, je peux pas dire si ça ressemble plus à un Silent Hill ou à un Resident Evil. Bah, Après, moi, j'ai je trouve l'impression que qu'il y a un c'était côté shooter. Silent Hill qui, par rapport au look des créatures, j'ai regardé une vidéo de lore un peu, c'est plus au niveau du look des créatures et puis ce côté un peu de dimension fragmentée. Mais Et effectivement... ouais, on se retrouve du coup, on suit un détective, Sébastien Castellanos. Ouais, ils ont tous des noms espagnols. Et voilà, ils sont confrontés à une espèce de mystérieuse force et en gros, voilà, il va se retrouver en fait attaché dans un monde et en fait, voilà, on va le suivre dans ce monde-là. Et en fait, t'as un système. Donc le jeu, ça ressemble un peu à du Resident Evil dans le sens où c'est à la 3e personne. Donc comme c'est un détective aussi, il y a des armes et tout ça. Et en gros, t'as un système qui s'appelle le Steam, qui en fait relie plusieurs esprits dans une réalité. Et en gros, on suit en fait, on n'est pas dans un lieu, mais en fait, on est dans un espèce d'esprit en gros. Et tu te bats contre des boss. Et en fait, le délire du réalisateur, c'était de te mettre mal à l'aise dans par rapport au système de jeu où tu n'es pas linéaire, où tu vas sortir. Tu vas avoir des moments un peu plus gore que dans un Silent Hill, je pense. Ça va être plus du coup du Resident Evil. Ok. Mais tu vas être poursuivi par par des boss. Et à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où tu glisses et en fait, tu dois éviter des lames un peu comme si tu étais dans un seau. Mais il n'y a pas spécialement de zombies dedans. C'est pas C'est vraiment... des monstres, des créatures, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. D'où le fait que ça se rapprocherait plus d'un Silent Hill Oui, non, que mais d'un c'est ça. Resident Mais Evil. après, dans le sens où Resident Evil, moi, j'avais plus joué, du coup, dans le sens où je voyais que tu as plus une gestion du flingue. Après, c'est pas le gameplay principal. Ok. Mais il est cité, de toute façon, le jeu, quand tu regardes un peu que tu cherches les œuvres qui ont été inspirées par Silent Hill, The Evil Within, il ressort. Après, comme moi, j'y ai pas joué, c'est juste un peu la vidéo de lore qui, d'un point de vue visuel ou dans des mécaniques de jeu, tu retrouves un peu des choses qui te font penser à Silent Hill. Après, Oui, c'est ça vrai reste que... très psychologique, Ouais. ouais. Après, le côté tortueux de l'intrigue, ça me fait quand même penser un peu au délire qu'il y a sur Resident Evil, où tu as des moments où tu es un peu là, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais plus trop, ça part dans plein de directions différentes. Ok. Bon, revenons un petit peu sur des séries, là, par exemple. Stranger Things. Eh bien, c'est toi qui vas nous en parler parce que tu la connais sur le bout des doigts. Je sais pas pourquoi. Parce Vous que voulez- J'ai regardé même pas toutes les saisons. Vous avez... Un jour, j'ai vu le générique. Vous avez regardé beaucoup plus que moi, c'est sûr. Mais donc, J'ai fini. Stranger Things. Ben oui, voilà, mais tu l'as fini donc. Je vais en parler. Moi, je suis sûr. Je suis avec toi. J'ai pas fini. Ah bon. Enfin, j'ai dû regarder les 3 premières saisons. Mais bref, c'est donc une série créée par Matt et Ross Duffer, qui sont frères, j'imagine. Oui, c'est les Duffer Brothers. Les Duffer Duffer Brothers. Yeah. Ok. Qui ont également travaillé sur Wayward Pines, donc. Ouais, ils ont travaillé comme scénaristes et comme réal sur quelques épisodes de Wayward Pines. Et donc la série s'appuie beaucoup, trop, selon toi, Lionel. Oui. Il y a plein de gens qui trouvent Assume ton avis. que Stranger Things, ça pue la nostalgie des années 80 à plein nez, quoi. Bah, Ouais, mais c'est complètement. ça qui est bon. Oui, ouais, enfin, il y a c'est des fait moments, pour. c'est quand même too much. Hein. Je sais pas, moi j'y étais pas dans les années 80. Bref, donc oui, donc la nostalgie des années 80 et des films d'horreur des années 80 également. Un scénario un peu à la Stephen King. Non, mais là, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est ma définition de Stranger Things, c'est ça, et franchement, je trouve qu'elle pète. C'est un scénario de Stephen King qui est tourné à la manière d'un film Amblin, avec, donc, comme les films Amblin, c'est les films produits par Spielberg dans les années 80, les Goonies, Gremlins, Retour à le futur, avec une musique de John Carpenter. C'est ça, Stranger Things. Ben ouais, mais c'est ouais. génial. T'as cité paraît- 3 trucs qui sont géniaux Oui, en fait. mais c'est pas parce que combo, c'est ouais. pas parce que t'associes 3 trucs vachement bien. Après, je dis pas Ah que ouais, c'est à non, mais- chier, hein. Mais D'accord, hein, tu fais du caca plus du Voilà. Nutella, tout ça dans une moussaka. Oui, mais le caca, ça- c'est pas bon. ça Alors que reste si de tu la mets merde. 3 trucs bons, Mais là, ça va. c'est-
Non, mais je trouve que le mélange, quand même, c'est des dosages qui sont assez... Ouais, ils étaient quand même... C'était à peu près mieux dosé, je trouve, au début, dans les premières saisons, qu'à la fin, où là, ça devient lourdingue. Hein. Peut-être pour ça que je me suis arrêté. C'est peut-être pour ça. Ouais. Et puis en plus, t'avais quand même l'impression de revoir, parce que on parlait de J.J. Abrams tout à l'heure avec Lost, mais J.J. Abrams, il avait fait aussi Super 8 en 2011. Déjà, Super 8, c'était une version un peu caca des films Amblin, et là, t'as l'impression que pour Stranger Things, ils ont mangé le caca pour refaire un truc qui est encore, tu vois, il y a moins de protéines dedans encore. Il y a de moins en moins c'est ça, de substance. Mais pour autant, Super 8, ça reste quand même, ça va, c'est pas le film de l'année, mais... Non, mais Stranger Things, c'est pareil, c'est pas nullissime, mais ça n'apporte pas grand chose, je trouve, et passer le délire un peu nostalgique et puis les clins d'œil, t'as vu, il reste quand même pas grand chose. Bah, en tout cas, la série a extrêmement bien marché. Ouais, mais enfin là, si on se base sur ce que les gens aiment pour... on va se baser sur rien du tout. Même les créateurs ont été surpris, ils s'attendaient pas, ils ont dû bosser un maximum pour faire les saisons d'après, que tout le monde attendait, etc. C'est pour ça que c'est fait avec le cul. Qu'il est mauvais. Bon, parle-nous des archives 81 là plutôt. Oui, alors Archive 81, c'est une série en une seule saison de 8 épisodes disponible sur Netflix depuis 2022. Adaptation du podcast du même nom en 35 épisodes qui a été créé en 2016 par Daniel Powell et Marc Solinger, je pense qu'on dit Solinger, et qu'on peut trouver facilement sur Internet à condition de maîtriser l'anglais. Donc, Archives 81, c'est une série qui est coproduite par James Wan. Donc, alors, attends, par contre, tu peux pas dire Archives 81. Ah, oui. Eh bah oui, ça tu le fais en entier, ça tu le fais pas. Archives 81. Merci. C'est une série coproduite par James Wan, donc qui est derrière le réalisateur de Saw, de Insidious et de Conjuring. Donc on sent aussi là, vous la sentez un petit peu la descente, Saw, Insidious, Conjuring, le truc qui descend aussi. Il a pas fait Fast and Furious. Si, il a fait un Fast and Furious aussi, voilà. Ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est encore un gap supérieur. Là, le gap est on est dans la phase sceptique là. Il a fait des documentaires aussi sur Netflix. Certainement. Sur le paranormal. Ouais, c'est un peu son domaine. Enfin, ceci dit, Fast and Furious aussi, remarque Fast and Furious, c'est un côté paranormal. C'est plutôt paranormal. C'est ça. Et donc, le pitch de Archive 81, ça pourrait être celui d'un jeu de Silent Hill, puisqu'on a Dan Turner, qui est un archiviste qui restaure des vieilles vidéos et qui est engagé par une mystérieuse société pour travailler sur une série de cassettes endommagées qui date de 1994. Donc, c'est la fameuse Archive 81 qui donne son titre à la série. Donc ces bandes, elles ont été filmées par une jeune femme qui s'appelle Melody Pendras. Elle faisait un documentaire sur le Visseur, qui est un immeuble new-yorkais qui a été détruit par un incendie, justement, plus ou moins à l'époque où elle a fait son documentaire. Et donc pour effectuer son travail, Dan, il doit rester dans une maison aux aires de bunker. Donc c'est la société qu'il a engagée qui lui impose ça. Et il se rend compte en fait qu'il peut pas vraiment sortir. Et on l'isole vraiment du reste du monde pour qu'il se concentre strictement sur le nettoyage des bandes. Donc évidemment, il les mate en même temps qu'il les nettoie. Et il découvre que Melody, en fait, elle documentait d'étranges événements qui sont survenus au Visseur. Et normalement, des choses qui sont en lien avec... un culte. Et donc, en fait, on a l'impression qu'ils ont pris comme je disais, ça pourrait être un pitch de Silent Hill. C'est comme si tu prenais les délires qu'il y a dans Silent Hill et que finalement, au lieu de les mettre dans une ville, tu les concentrais dans un immeuble. T'as la secte qui essaie de faire revenir une entité, etc. C'est devenu un immeuble opéra. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ceci dit, moi, j'ai pas joué à Silent Hill The Room, mais il y a quand même un truc aussi autour de ça. C'est vrai qu'il y a ça, oui. Et donc, tandis qu'il regarde les vidéos de Melody, Dan, il commence à pouvoir communiquer avec Melody à travers le temps, et il réalise que derrière l'incendie de 94, qui aurait possiblement coûté la vie à Melody, se cache un rituel qui était destiné à invoquer une entité démoniaque. Et en plus, il se rend compte que son père et la mère de Melody étaient liés au culte, et donc il va essayer visiblement de traverser les frontières du temps pour essayer de faire revenir Melody et la sauver. Il se projette dans le passé, non ? C'est ça, ouais. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. Alors on est dans un univers
un peu ce qu'on disait autour du glitch de la vieille bande VHS qu'il faut restaurer, voilà. C'est pas Stranger Things à abuser, mais non, ça va. Là, je trouve que sur c'est Archive 80, en version c'est plus sobre, quoi. Mais ouais, voilà. c'est ça. Il y a un côté aussi, enfin, toutes ces émissions, là, genre Feld Up et tout ça, là, les trucs un petit peu sur les vidéos un peu creepy, ce genre de trucs. Alors, moi, je l'ai pas fini. Il faudrait que je le fasse, hein, parce qu'une saison de 8 épisodes, quand même, ça se gère. Oui, normalement, oui. Mais je trouvais que, justement, il y a plein de choses qui sont potentiellement super intéressantes, mais je trouvais que la manière de le gérer, je sais pas, moi, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu... J'avais pas forcément... j'arrivais pas à la fin d'un épisode à me dire, putain, j'ai absolument envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, pareil. C'est pas mal de séries Netflix sont formatées un peu comme ça, je trouve. Il y en a plein comme ça où c'est le même... je sais pas comment dire. Stranger Things, t'as une patte, t'as un truc, tu vois, t'as une atmosphère. C'est pour ça aussi que c'est bien. Là, c'est peut-être un peu trop lisse et c'est trop formaté Netflix. Et du coup, t'as pas d'âme. Je savais pas que moi, tu vois, tu m'avais dit que c'était en fait un podcast. Je suis allé écouter le podcast. Déjà, ça a plus de gueule, tu vois. Ouais. Alors en que tout là, cas, visuellement, en fait, c'est bateau, quoi. Oui, tu vois. oui. En tout cas, du T'as coup, ça va l'impression pas... que tu peux mettre un autre thème dessus et ça sera filmé pareil. Ouais, là, ça, après, il y a plein... Ouais, moi, je trouve qu'il y avait ça, c'est une tendance générale pour les films ou les séries à l'heure actuelle. Hein. On parlait tout à l'heure du Fossoyeur de film. Il a fait une vidéo là où, justement, qui était en rebond à une autre vidéo d'un Américain qui parlait du sentiment que les gens ont quand ils regardent des films maintenant, d'avoir un truc qui est plus réel que le réel. C'est-à-dire qu'en fait, comme maintenant les possibilités offertes par le numérique sont tellement énormes, souvent quand on fait des séries pour Netflix ou autres, ou des films type les Jurassic World et tout ça, les réals, ils font un truc le plus neutre possible au niveau de la réal, au niveau de la luminosité, les trucs comme ça, pour qu'après ils aient le maximum de possibilités au montage, parce qu'en fait le numérique avec l'étalonnage et tout, ça permet plein de trucs, sauf que le problème de tout ça, c'est que ça rend les films ou les séries très uniformes en fait. Tu perds un peu cette patte que tu peux avoir avec certains réals que tu vas choisir justement parce que ils ont une vision particulière, quoi. Et je pense qu'avec Archive 81, t'es un peu ça dans ce truc-là, ce qui fait que c'est vrai que la série, malgré qu'elle développe elle creuse des thèmes qui sont potentiellement vraiment cool, elle arrive pas à être hypée parce que c'est assez plat, quoi. Et du coup, ça va pas fonctionner, quoi, cette série Netflix. Ça pas suffisamment en tout cas pour qu'ils payent pour une saison 2. Après, ils ont lâché Mindhunter au bout de la saison 2 alors que la série elle est monstrueuse et qu'il y a Fincher derrière. Après, c'est l'algorithme de Netflix qui te dit le coût d'un épisode comparé au nombre de personnes qui l'ont vu ne justifie pas qu'on continue, alors que autant Archive 88, je suis pas persuadé qu'il y a besoin d'une suite, peut-être pour au moins conclure l'histoire. Mais des trucs comme Mindhunter... T'avais pas besoin de 10 saisons, même une, ça suffisait. Voilà. Bon, du coup, en conclusion, on peut dire que l'héritage de Twin Peaks et de Silent Hill, il illustre deux trajectoires différentes, mais complémentaires à la fois, dans l'histoire de la culture populaire. D'un côté, la série de Lynch et Frost a essaimé bien au-delà de son médium d'origine, irriguant la télévision avec X-Files, Lost, Zone Blanche, etc. Et le cinéma, et même le jeu vidéo du coup. Si son influence reste diffuse, n'est pas Lynch qui veut, elle reste néanmoins omniprésente. Le town opera est devenu un sous-genre à part entière, et l'esthétique lynchienne, ce mélange d'Americana nostalgique et d'horreur métaphysique, s'est imposé comme référence incontournable. De l'autre, Silent Hill a marqué le jeu vidéo d'une empreinte indélébile, mais plus circonscrite. La saga de Konami a su transposer l'inquiétante étrangeté de Lynch dans son gameplay et son game design, créant une expérience unique où le joueur devient acteur de son propre cauchemar psychologique. Si son héritage direct reste plus modeste, avec The Evil Within ou Archive 81, Silent Hill a néanmoins redéfini les codes de l'horreur vidéoludique et continue d'inspirer les créateurs qui cherchent à explorer les zones troubles entre réalité et psyché. Et voilà, on en a terminé pour ces deux parties consacrées à Twin Peaks, Silent Hill et leur héritage. Et puis on se retrouve le mois prochain. Alors
à nouveau, voilà, un petit débat de savoir si on parle plutôt de Mad Max pour faire le fameux Mad Mars, hein, le Mad Mars. Le Mad Mars, ou est-ce qu'on partait sur 1984 et son héritage? Là, je pense que toi, tu as des trucs à nous dire aussi sur l'héritage, Black Mirror, V pour Vendetta, des trucs comme ça. 1984, ça va. Voilà, donc dans tous les cas, on sera de nouveau la Dream Team réunie. Donc vous verrez ça le mois prochain. Allez, merci, ciao. Merci à tous. It's a David Lynch moment. There's a stray dog in the place, sitting howling at the base. You dance away your torment. Radiations from your lips burn a shoulder that you kiss, and the stand